Tu te regardes dans le miroir et tu remarques quelque chose qui n'était pas là il y a 2 ans. Tu te regardes sur les photos et tu ne reconnais plus tout à fait la personne que tu vois. Mais savais-tu que ce n'est pas inévitable? Le vieillissement de ta peau n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'un processus physique avec des causes concrètes et ces causes peuvent être changées. Je ne vais pas te promettre que tu retrouveras la peau que tu avais il y a 20 ans, car ce serait te mentir. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu peux arrêter dès aujourd'hui la détérioration active. Tu peux améliorer la qualité du collagène que ton corps fabrique en ce moment même et pour beaucoup de personnes, avoir compris qu'elles pouvaient agir sur les causes réelles a fait la différence entre avoir recours à la chirurgie ou ne pas en avoir besoin. Et cela, aucune crème ne peut en décider, c'est comprendre comment fonctionne la physique qui le permet. Et c'est de cela dont je te parle sur cette chaîne. En 2006, des chercheurs de l'Université du Michigan, aux États-Unis, ont publié dans l'American Journal of Pathology une information qui aurait dû changer notre façon de comprendre le vieillissement de la peau, mais cela n'a pas été le cas. Il semble que cela n'arrangeait pas l'industrie. Barani, Fischer et Gurgis ont mesuré la production de collagène dans des fibroblastes dermiques humains qui sont les cellules responsables de la fabrication du derme et dont le travail consiste à produire et maintenir les 3 composants structurels qui donnent à votre peau et à la mienne fermeté, élasticité et hydratation. C'est de produire et maintenir les 3 composants structurels qui donnent à votre peau et à la mienne fermeté, élasticité et hydratation. Le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique. Sans des fibroblastes qui fonctionnent correctement, ces 3 matériaux ne se renouvellent pas. La peau s'amincit, se ride et perd de la tonicité. Et les chercheurs, ils ont constaté que chez les jeunes âgés de 18 à 29 ans, la production était de 82 nanogrammes par millilitre. Chez les personnes de plus de 80 ans, elle était de 56, soit une baisse de 32%. Mais ce qui importait vraiment dans cette étude, ce n'était pas ce chiffre, c'était la cause. Parce qu'il s'est avéré que ce n'était pas l'âge qui éteignait ces fibroblastes. C'était l'environnement mécanique dans lequel ils vivaient. Lorsque cet environnement mécanique était restauré expérimentalement, les fibroblastes retrouvaient une partie de leur capacité de production, et non pas parce qu'ils rajeunissaient, mais parce qu'ils recevaient à nouveau le signal dont ils avaient besoin pour fonctionner. Mais il y a une deuxième donnée. Cette même équipe a démontré qu'une caractéristique centrale de la peau vieillissante est que les fibroblastes perdent leur morphologie allongée et s'effondrent, devenant arrondis, contractés, inactifs et, lorsqu'ils s'effondrent, ils déclenchent une enzyme appelée MMP1 qui fragmente activement le collagène existant. Et cela ne veut pas dire qu'ils arrêtent de fabriquer du nouveau collagène. Cela veut dire quelque chose de bien pire. Ils commencent à détruire le collagène que tu as déjà de l'intérieur silencieusement, sans que tu ne remarques rien jusqu'au jour où tu le vois dans le miroir. Et une dernière information avant de commencer, et celle-ci est directement liée à ce que tu manges. La réalité de la glycation. Le taux de sucre dans le sang s'élève fréquemment, les molécules de glucose s'attachent aux fibres de collagène de ta derme. C'est comme si quelqu'un collait avec de la colle industrielle les câbles d'un moteur et ce moteur n'explose pas, il reste là mais il ne fonctionne plus correctement, il devient rigide, fragile, presque inutile. Et c'est exactement ce qui arrive à ton collagène chaque fois que tu manges trop de sucre. Tu vois, si cela arrive de façon ponctuelle, le corps, il peut l'inverser, mais lorsque les pics de glucose sont fréquents et soutenus pendant des mois et des années, cette liaison évolue jusqu'à former des ponts croisés permanents entre les fibres de collagène. Et cela s'appelle ASH, Age Advanced Glycation End Products, produits terminaux de glycation avancée. Et ces dommages restent dans ton derme jusqu'à ce que ce collagène soit renouvelé, ce qui peut prendre jusqu'à 15 ans. Oui,
Il faut 15 ans pour que le collagène dermique se renouvelle complètement. Ce processus ne fait pas de distinction selon l'âge, il fait la distinction selon ce que tu manges. Le collagène d'une personne de 40 ans qui a eu des pics de glucose fréquents pendant des décennies est plus endommagé que celui d'une personne de 60 ans qui n'en a jamais eu. Par conséquent, dans ton miroir, tu ne vois pas seulement ton âge, tu contemples surtout l'accumulation de tes choix. Et cela, contrairement aux années, peut effectivement être changé. Dès ton prochain repas, tu peux arrêter de former de nouveaux égeux et offrir à tes fibroblastes les conditions dont ils ont besoin pour régénérer le collagène que tu as déjà. Et cela ne prend pas des années, mais des semaines. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment. Mais avant de comprendre pourquoi ta peau vieillit, tu dois comprendre ce qu'est réellement ta peau. Et ce que dit la biophysique à ce sujet ne ressemble en rien à ce qu'on t'a raconté jusqu'à présent. La dermatologie conventionnelle décrit la peau comme un tissu, une barrière, une enveloppe, qui protège ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est correct, mais c'est incomplet. Tu vois, ce serait comme décrire un ordinateur en disant que c'est une boîte en plastique avec des câbles. Techniquement, c'est vrai, mais fonctionnellement, cela ne sert à rien. La peau est l'organe le plus grand du corps humain. Entre 1,5 et 2 mètres carrés de surface, plus ou moins entre 3 et 5 kilos de poids, et d'un point de vue biophysique, c'est l'un des systèmes les plus complexes et actifs qui existent. Elle n'est pas passive, elle n'attend pas et elle ne vieillit pas toute seule. La peau travaille et elle le fait constamment. Et pour fonctionner, elle a besoin de la même chose que tout système actif requiert. De l'énergie électrique? Oui, électrique. Chaque cellule de ton corps maintient une différence de voltage entre l'intérieur et l'extérieur de sa membrane, et cela s'appelle le potentiel de membrane. Dans une cellule saine, active et bien nourrie, ce voltage se situe entre 70 et 90 millivolts, négatif à l'intérieur par rapport à l'extérieur, et c'est cette différence de charge qui permet à la cellule de fonctionner. Qu'elle transporte des nutriments, qu'elle élimine les déchets, qu'elle reçoive des signaux, qu'elle se reproduise ou qu'elle fabrique des protéines. Et lorsque ce voltage diminue, la cellule ne meurt pas immédiatement. Elle fait quelque chose de plus silencieux et de plus dangereux. Elle passe en mode survie. Elle arrête de faire tout ce qui n'est pas strictement nécessaire pour survivre. Et tu vois, fabriquer du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique n'est pas nécessaire pour survivre, mais c'est pourtant nécessaire pour que ta peau ait de la structure. Mais ça, la cellule ne le sait pas. La cellule sait seulement qu'elle a peu d'énergie et qu'il faut la rationner. Et tout ça que je te raconte, ce n'est pas de la biologie alternative. Le potentiel de membrane cellulaire est l'un des concepts les plus solidement établis de la biophysique moderne. Robert Becker, chirurgien orthopédique et chercheur à l'Université de New York, a largement documenté dans les années 60 et 70 la relation entre le voltage cellulaire et la capacité régénérative des tissus, et son livre The Body Electric, publié en 1985, reste aujourd'hui une référence fondamentale. Becker a démontré que les tissus ayant la plus grande capacité de régénération sont invariablement ceux qui maintiennent les potentiels de membrane les plus élevés, et que lorsque ce voltage était restauré artificiellement à l'aide de courants de très faible intensité, la régénération tissulaire s'accélérait de manière mesurable. Et il y a autre chose dans le derme que presque personne ne connaît et qui change complètement la façon de comprendre le vieillissement cutané. Le collagène est piézoélectrique. La piézoélectricité signifie qu'un matériau génère de l'électricité lorsqu'il est déformé mécaniquement. Lorsque tu le comprimes, lorsque tu l'étires, lorsque tu le plies, il produit un petit courant électrique, ce qui relève purement de la physique des matériaux. Les cristaux de quartz sont piézoélectriques, les os sont piézoélectriques et le collagène de ta dermis l'est aussi.
Et cela a été documenté pour la première fois par Eiichi Fukada et Iwao Yasuda en 1957 dans le Japanese Journal of Applied Physics. Fukada était physicien et Yasuda était chirurgien orthopédique, et ensemble, ils ont démontré que le collagène osseux générait des courants électriques mesurables lorsqu'il était soumis à une pression mécanique. Et cette découverte a expliqué quelque chose que les médecins observaient depuis des décennies sans pouvoir l'expliquer. Les os se renforcent avec l'exercice et s'affaiblissent avec la sédentarité. Et il s'est avéré que la réponse était électrique. Tu vois, le mouvement mécanique génère un courant, et ce courant active les cellules qui construisent des tissus. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de courant. Et sans courant, il n'y a pas de signal de construction. Et ce principe similaire s'applique aussi directement au collagène présent dans ton derme. Lorsque le tissu dermique est déformé mécaniquement, il génère un courant piézoélectrique. Et ce courant est le signal qui active les fibroblastes pour produire du nouveau collagène. Et ce n'est pas le seul signal, mais c'est l'un des plus importants, et il est totalement gratuit. Il est généré par le mouvement, par le massage, par le simple fait que ta peau bouge, s'étire ou se comprime de façon régulière. Tu vois, pense à un musicien qui joue de la guitare chaque jour. Les bouts de ses doigts développent des callosités. La peau de ses doigts s'adapte, se renforce et se réorganise. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'elle reçoit un stimulus mécanique constant. La pression répétée sur cette peau active les fibroblastes de cette zone et leur dit « ici, il y a du travail » et ils se mettent à construire. Maintenant, pense à la peau du visage d'une personne qui ne bouge pas, qui ne fait pas d'exercice, qui ne se fait pas de massage et qui n'expose pas sa peau à un quelconque stimulus physique régulier. Cette peau mature ne reçoit plus aucun signal biologique. Ces fibroblastes demeurent totalement silencieux. Et une cellule silencieuse ne parvient plus à construire quoi que ce soit. Passons maintenant à la troisième fonction électrique de la peau, celle qui surprend le plus les gens lorsqu'ils l'entendent pour la première fois. En réalité, la peau n'est pas une barrière face au monde extérieur. C'est une membrane d'échange énergétique entre ta biologie interne et l'environnement. Voici deux exemples concrets que je développerai en profondeur plus loin dans cette vidéo. Le premier, c'est la lumière. Le rayonnement solaire ne s'arrête pas à la surface de ta peau. L'infrarouge proche. Dans la plage de 700 à 1100 nanomètres, il pénètre jusqu'au derme profond et y active directement les mitochondries des fibroblastes et des kératinocytes. Je t'en ai parlé dans la vidéo précédente. Les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule et lorsqu'elles reçoivent ce signal lumineux, elles produisent plus d'ATP, qui est la molécule d'énergie cellulaire. Plus d'ATP signifie une plus grande capacité à fabriquer du collagène, une plus grande capacité à réparer les dommages oxydatifs et une meilleure capacité à maintenir le potentiel de membrane. La conclusion de tout cela, c'est que le soleil ne vieillit pas ta peau. Lorsqu'il est utilisé intelligemment, il la régénère. Le mécanisme est électrique. La Terre possède une charge négative permanente et, lorsque ta peau entre en contact avec elle, les électrons libres de la Terre affluent dans ton corps et neutralisent l'excès de radicaux libres inflammatoires accumulés dans les tissus. C'est l'anti-inflammatoire le plus ancien qui existe. Le moins cher coûte exactement le même prix que celui de te déchausser. Et ta peau, par conséquent, n'est pas un tissu passif qui se détériore avec le temps. C'est un système bioélectrique actif qui perd du voltage lorsqu'il perd trois choses. Le signal mécanique qui active les fibroblastes, la capacité de ces membranes à maintenir la charge électrique et l'échange énergétique avec l'environnement, la lumière, et la Terre qui la recharge de l'extérieur. Tout ce que tu vois dans le miroir, les rides, le relâchement, la perte de luminosité sont des conséquences visibles de ces trois pertes. Et ces trois problèmes distincts disposent chacun d'une solution concrète. Maintenant, je vais t'expliquer le mécanisme exact.
Voyons ce qu'est réellement une ride du point de vue biophysique. Parce que lorsque tu comprendras cela, tu ne regarderas plus jamais une crème anti-âge de la même manière. Maintenant que tu comprends que ta peau est un système électrique actif, je peux t'expliquer ce qu'est réellement une ride, car ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Ce que je vais te raconter, c'est ce que dit la biophysique. Commençons par la définition conventionnelle. On te dit qu'une ride est le résultat du temps qui passe sur le collagène et l'élastine du derme, que le temps les dégrade, que la peau perd son soutien et qu'un pli se forme. Et c'est une définition qui, techniquement, n'est pas fausse, mais elle est tellement incomplète que cela revient à dire qu'un incendie est le résultat de la chaleur. Oui, mais qu'est-ce qui a généré la chaleur? Où cela a-t-il commencé? Aurait-on pu l'éviter? Eh bien, une ride est le résultat visible de 3 processus physiques concrets qui se produisent dans le derme, et tous ont une cause connue et tous peuvent être influencés. Et attention, aucun d'entre eux, aucun n'est exclusivement lié à ton âge. Processus 1. L'effondrement mécanique des fibroblastes. Je t'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais maintenant je vais approfondir avec toi le mécanisme complet car il est plus sophistiqué qu'il n'y paraît. Dans une peau jeune et saine, les fibroblastes sont ancrés au réseau de collagène qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Et cet ancrage n'est pas décoratif, il est fonctionnel. Il maintient les fibroblastes dans une morphologie allongée, étirée, étendue, et cette tension mécanique est le signal qui leur dit de continuer à travailler, de continuer à produire du collagène, de continuer en maintenant l'architecture du derme. Mais avec le temps et avec les 2 autres processus que nous allons voir maintenant, les fibres de collagène se fragmentent, l'échafaudage se dégrade, et lorsque l'échafaudage se dégrade, les fibroblastes perdent leur point d'ancrage, cessent d'être étirés, se contractent, deviennent arrondis et s'effondrent. Fisher, Barani et Burgess l'ont documenté en détail dans leur article de 2008 publié dans Archives of Dermatology et l'ont littéralement appelé effondrement des fibroblastes. Et ils ont décrit quelque chose qui a des conséquences directes sur ce que tu vois dans le miroir. Un fibroblaste effondré ne produit pas seulement moins de nouveaux collagènes, comme je te le disais, il active l'enzyme MMP1 qui détruit activement le collagène existant, et c'est un cercle vicieux. Moins de collagène signifie moins d'ancrage signifie moins de soutien, cela signifie plus d'effondrement, et plus d'effondrement signifie plus de MMP1, et plus de MMP1 signifie moins de collagène. Et de cette façon, le derme, ton derme, se vide de l'intérieur, perd de la densité, perd du volume, et l'épiderme, qui est la couche extérieure que tu vois dans le miroir, reste sans soutien en dessous, sans rien pour la maintenir de l'intérieur, et alors elle tombe, s'affaisse, se plie, et c'est ça, une ride. Ce n'est pas la peau qui vieillit vers l'extérieur, c'est la peau. Il s'effondre totalement vers l'intérieur, parce qu'on a décidé de lui retirer ses piliers essentiels. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que ce cercle vicieux a un point d'entrée. Il ne commence pas dans tous les fibroblastes en même temps. Il commence là où le collagène est d'abord endommagé. Et le collagène est d'abord endommagé là où les 2 autres processus que nous allons voir maintenant sont les plus intenses. Passons au processus 2, la glycation avancée du collagène. Au début de la vidéo, je t'ai parlé de la glycation de manière introductive. Maintenant, nous allons voir le mécanisme complet. Le collagène dermique est une protéine. Comme toutes les protéines, il possède des groupes amines libres dans sa structure. Et lorsqu'il y a un excès de glucose dans l'environnement tissulaire, ces molécules de glucose entrent en contact avec ces groupes amines et forment une liaison chimique initiale. Et cette première liaison, appelée base de Schiff, est réversible. Si le taux de glucose diminue, elle se défait. Imagine que les fibres de collagène sont comme des câbles d'acier flexibles, résistants et élastiques, et que l'excès de glucose est comme l'humidité dans l'air.
Une nuit humide n'oxyde pas le câble, une semaine non plus, mais des années d'humidité constante forment une couche de rouille qui adhère au métal, le rend rigide et le fragilise. Et il arrive un moment où cette rouille ne peut plus être nettoyée parce qu'elle fait désormais partie intégrante de la structure du câble, et c'est exactement ce que fait le glucose à ton collagène. La première exposition laisse une marque légère, irréversible. L'exposition continue pendant des mois et des années la transforme en un dommage permanent qui modifie la nature physique de la fibre et cette liaison évolue. Ce qui commence comme une marque légère et réversible devient, avec le temps et l'exposition continue, un pont croisé permanent entre les fibres de collagène. Ce n'est plus une rouille superficielle que l'on peut retirer, c'est une corrosion structurelle. Le métal a changé de l'intérieur et c'est un H, un AGE. Et contrairement aux premières étapes, cela n'est plus facilement réversible. Ce dommage restera dans ton derme jusqu'à ce que ce collagène soit renouvelé. Et cela, comme tu le sais déjà, peut prendre jusqu'à 15 ans. Et que fait ce pont croisé à la dermis? Eh bien, 3 choses, concrètes et mesurables. Premièrement, la rigidité. Le collagène glyqué perd son élasticité caractéristique. Il ne peut plus s'étirer et retrouver sa forme, et le derme devient plus rigide, moins résilient, ce qui est exactement le contraire de ce dont il a besoin pour maintenir la fermeté. Deuxièmement, la coloration. Les AGE ont des propriétés fluorescentes. Ils s'accumulent dans le derme et donnent à la peau cette teinte jaunâtre et terne que nous associons au vieillissement cutané. Et ce n'est pas un manque d'hydratation, c'est simplement de la chimie. Du sucre collé aux protéines depuis des années. Troisièmement, la dysfonction cellulaire. Les AGE n'endommagent pas seulement le collagène structurel, ils activent également des récepteurs spécifiques à la surface des fibroblastes appelés RAGE, pour Receptor for Advanced Glycation End Products. Lorsqu'un fibroblaste active ces récepteurs RAGE, cela déclenche une cascade inflammatoire interne et produit davantage de MMP1, ce qui dégrade encore plus le collagène et réduit sa propre production de nouveaux collagènes. C'est exactement le même cercle vicieux que je t'ai décrit dans le processus 1, mais déclenché par une voie différente, la chimie du sucre, au lieu de l'effondrement mécanique. Monnier et Serami ont publié en 1981 dans Science l'article fondateur sur la glycation des protéines à longue durée de vie et ses implications dans le vieillissement des tissus. Leur hypothèse centrale était que l'accumulation de faits dans les tissus à renouvellement lent, comme le collagène dermique avec une durée de vie moyenne allant jusqu'à 15 ans, constituait l'un des mécanismes centraux du vieillissement biologique. 40 ans plus tard, cette hypothèse initiale est désormais très solidement confirmée par les faits. Et voici l'information qui frappe le plus les gens lorsqu'ils l'entendent. Tu n'as pas besoin d'être diabétique pour que ce processus t'affecte. Tu n'as pas besoin d'avoir une glycémie chroniquement élevée. Il suffit que ta glycémie augmente fortement après chaque repas. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque tu manges un régime basé sur des glucides raffinés comme le pain blanc, les pâtes, le riz, le sucre ou les jus, même s'il s'agit de jus naturels. Chacun de ces pics, même s'il ne dure que 2 heures, contribue au processus. Pas de façon catastrophique en un seul repas, mais de manière cumulative, silencieuse et soutenue pendant des années. Passons maintenant au processus numéro 3. Le stress oxydatif chronique dans le derme. Le troisième processus est celui qui relie l'inflammation systémique au vieillissement cutané visible. Les radicaux libres sont des molécules instables qui cherchent des électrons dans leur environnement pour se stabiliser et les arrachent à d'autres molécules, ce qui les endommage. Et c'est un processus normal et nécessaire en biologie. Le problème ne vient pas des radicaux libres eux-mêmes, mais du déséquilibre entre leur production et la capacité du corps à les neutraliser. Et qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre? Eh bien, il y a 8 causes principales. Je vais te les énumérer, classées de l'impact le plus important au moins important sur le derme. L'alimentation,
Et dans ce domaine, les plus agressifs sont les huiles végétales industrielles, comme l'huile de tournesol, de maïs, de soja, qui sont extrêmement riches en oméga 6 polyinsaturés. Étant donné qu'elles sont chimiquement très instables, elles ont tendance à s'oxyder rapidement avec la chaleur, la lumière et le passage du temps. Au fur et à mesure que tu les consommes de manière régulière, elles finissent par s'incorporer directement aux membranes de tes fibroblastes et les rendent alors extrêmement vulnérables à l'oxydation en chaîne. Un seul radical libre peut ainsi causer des dommages irréparables à des dizaines et des dizaines de molécules membranaires, avant de pouvoir enfin être neutralisé. Le sucre et les glucides raffinés. Un excès de glucose ne se contente pas de glyquer le collagène, il génère également des radicaux libres directement lors de sa métabolisation, ce qui constitue un double coup, des dommages structurels dus à la glycation et des dommages oxydatifs dus au métabolisme. Le stress chronique. Le cortisol, lorsqu'il est élevé de façon prolongée, provoque une inflammation systémique. Et cette inflammation active en permanence le système immunitaire. Et un système immunitaire activé produit des radicaux libres dans le cadre de son mécanisme de défense. Dans des conditions normales, c'est ponctuel et contrôlé. Mais lorsqu'il devient chronique, il génère en permanence de l'oxydation dans tous les tissus, y compris le derme. Un autre facteur très intéressant, le manque de sommeil. Tu vois, pendant le sommeil profond, le corps active ses systèmes de réparation antioxydante et lorsque le sommeil est insuffisant ou de mauvaise qualité, cette fenêtre de réparation se réduit et les radicaux libres accumulés pendant la journée ne sont pas complètement neutralisés, s'ajoutant ainsi aux nouveaux le lendemain. Ensuite, la pollution environnementale. Les particules fines de l'air urbain, pénètrent l'épiderme et génèrent des radicaux libres directement dans le derme. Et il existe des études qui corrèlent l'exposition chronique à la pollution urbaine avec une accélération visible du vieillissement cutané, notamment en ce qui concerne les taches et la perte de luminosité. Ensuite, la lumière bleue artificielle. Les écrans et l'éclairage LED émettent dans la plage de 400 à 500 nanomètres et cette fréquence pénètre l'épiderme et génère un stress oxydatif dans le derme de manière dose dépendante. Lippmann et son équipe ont démontré en 2010 dans le Journal of Investigative Dermatology que la lumière bleue régule la prolifération et la différenciation des cellules cutanées humaines. Et des études plus récentes, comme celle de Chen et al., publiées dans le Journal of Dermatological Science en 2023, ont montré que cette irradiation inhibe directement la synthèse du collagène de type 1 dans les fibroblastes humains et active la MMP1, qui est la même enzyme destructrice de collagène que nous avons vue lors de l'effondrement des fibroblastes. Par conséquent, plus tu es exposé longtemps, plus tu accumuleras de dommages oxydatifs. Par conséquent, plus tu es exposé longtemps, plus tu accumuleras de dommages oxydatifs. Et plus tu passes d'heures devant un écran, plus l'accumulation est importante, c'est évident. Ensuite vient l'inflammation systémique de bas grade. Lorsque le système immunitaire est en état d'alerte chronique à cause d'un intestin perméable, d'une dysbiose, d'une alimentation inflammatoire ou d'un stress chronique, il libère en continu des cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines arrivent jusqu'au derme par voie sanguine et activent directement les macrophages dermiques. Et ces macrophages produisent des radicaux libres dans le cadre de leur réponse immunitaire. Dans des conditions normales, ce processus est ponctuel et contrôlé. Mais lorsqu'il devient chronique, il génère en permanence un stress oxydatif dans ton derme. Et enfin, la plus contre-intuitive. L'exposition solaire sans acclimatation préalable. Le rayonnement ultraviolet de forte intensité sur une peau non adaptée provoque un pic de radicaux libres dans l'épiderme et le derme superficiel. Et c'est là le mécanisme du photovieillissement. Ce n'est pas la lumière du soleil en elle-même. C'est l'application d'une intensité élevée sans préparation préalable. La même lumière solaire qui, à dose progressive et aux bons horaires, active les fibroblastes et régénère le derme, lorsqu'elle est reçue de façon brutale et sans acclimatation préalable, l'endommage.
La différence réside donc dans la dose, l'horaire et l'état préalable de la peau. C'est aussi simple que cela. Et les causes ont été exposées, les plus courantes. Je reviens maintenant à l'argument principal. Si le déséquilibre est chronique et que la production de radicaux libres dépasse systématiquement la capacité antioxydante, le résultat dans le derme est dévastateur. Il ne peut en être autrement. Imagine une ville avec un service de pompiers. De petits incendies se produisent tous les jours et les pompiers les éteignent avant qu'ils ne se propagent. Le système fonctionne, mais imagine maintenant que soudainement 10 incendies éclatent en même temps là où auparavant il n'y en avait qu'un. Les pompiers sont débordés, les feux se propagent, les bâtiments sont endommagés, et tout cela avant même que quelqu'un puisse intervenir. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans ton derme lorsque la production de radicaux libres dépasse la capacité antioxydante de tes cellules. Ce n'est pas que le système échoue, c'est qu'il est débordé. Et pendant qu'il est débordé, le collagène brûle. Les fibres de collagène et d'élastine s'oxydent, leurs structures moléculaires sont endommagées et un collagène oxydé possède exactement les mêmes propriétés qu'un collagène glyqué. Rigidité, perte de fonction, activation de la MMP1 et accélération de l'effondrement dermique. Ces trois processus dont je t'ai parlé, l'effondrement mécanique des fibroblastes, la glycation avancée du collagène et le stress oxydatif chronique dans le derme, ne se produisent pas de manière isolée, ils s'auto-alimentent. Le stress oxydatif endommage le collagène. Le collagène endommagé ne fournit pas d'ancrage mécanique aux fibroblastes. Et les fibroblastes sans ancrage s'effondrent et produisent de la MMP1. La MMP1 fragmente davantage le collagène et le collagène fragmenté active plus de récepteurs RAGE et les récepteurs RAGE déclenchent plus d'inflammation et plus d'inflammation génère plus de radicaux libres et le cercle se referme sur lui-même. Une ride n'est pas un événement, c'est le résultat visible d'un système qui fonctionne mal en silence depuis des années. Mais il y a quelque chose de fondamental que cette analyse met en évidence. Aucun de ces processus n'a une cause inévitable. Aucune. Ils ont des causes concrètes, identifiables et sur lesquelles on peut intervenir. Et l'effondrement mécanique des fibroblastes dépend du mouvement et de l'état du collagène qui les soutient. Et la glycation dépend de ce que tu manges et de la fréquence à laquelle ton taux de sucre augmente après chaque repas. Et le stress oxydatif dépend de ce que tu manges, des huiles que tu utilises, de la façon dont tu dors, du stress que tu accumules, de l'air que tu respires, du temps que tu passes devant un écran et de la manière dont tu t'exposes au soleil. Il y a 8 causes, toutes concrètes, toutes identifiables, et pour chacune d'elles, tu as la capacité d'intervenir. S'il est vrai de dire que le temps constitue le cadre temporel, votre propre biologie représente le tableau. Et ce tableau, c'est vous qui avez le pouvoir de le définir. Maintenant que tu comprends les 3 processus réels qui font vieillir ta peau, nous pouvons parler de l'industrie, mais pas pour la diaboliser, simplement pour la passer au filtre de la physique. Car l'industrie anti-âge, anti-vieillissement génère plus de 500 milliards de dollars par an au niveau mondial. C'est l'une des industries les plus rentables de la planète et son modèle économique a une caractéristique très spécifique. Elle vend des solutions qui agissent sur les symptômes visibles, mais pas sur les causes que nous venons de voir. Et non pas parce qu'elle ne connaît pas les causes, mais parce que si elle les attaquait vraiment, tu n'aurais besoin d'acheter rien du tout. Je vais passer en revue avec toi, produit par produit, certains d'entre eux. Le rétinol. Le rétinol est l'ingrédient actif le plus documenté de toute la dermatologie cosmétique. Et ce n'est pas du marketing. Ça fonctionne. L'acide rétinoïque, qui est la forme active dans laquelle le corps convertit le rétinol, se lie à des récepteurs nucléaires spécifiques dans les fibroblastes et les kératinocytes. Cette liaison active des gènes qui augmentent la production de collagène et accélère le renouvellement cellulaire de l'épiderme. Il existe des essais cliniques contrôlés qui le démontrent depuis les années 80.
L'article de Weiss et al., publié dans le JAMA en 1988, a été le premier à montrer des améliorations histologiques mesurables sur la peau traitée avec de la trétinoïne topique. Et depuis lors, les preuves se sont accumulées de manière solide. Alors, pourquoi n'est-ce pas la solution complète? Eh bien, pour deux raisons très précises. La première est mécanistique. Le rétinol agit comme un accélérateur du renouvellement superficiel, stimule l'épiderme, améliore la texture, réduit les rides fines, mais il ne corrige pas le potentiel de membrane de tes fibroblastes. Il n'élimine pas les H accumulés dans ton derme et ne réduit pas l'inflammation systémique qui génère un stress oxydatif chronique. Ce qu'il fait, c'est n'agir qu'à la surface d'un bâtiment dont les poutres internes continuent de se détériorer. La deuxième raison est pratique. Le rétinol accélère le renouvellement de l'épiderme, et cela signifie qu'à tout moment, il y a plus de cellules nouvelles à la surface. Et ce sont des cellules qui n'ont pas encore développé une pigmentation protectrice suffisante pour filtrer efficacement le rayonnement solaire. En ce sens, ce n'est pas que la peau devienne fragile, c'est qu'elle est en renouvellement constant et qu'elle a besoin d'une exposition solaire plus progressive et plus prudente que d'habitude. Et le rétinol provoque donc une photosensibilité et la peau traitée au rétinol est plus vulnérable aux rayons ultraviolets, ce qui est ironique. Alors que nous parlons du soleil comme l'un des outils les plus puissants de régénération dermique qui existent. Si tu me demandes mon avis à ce sujet, le rétinol peut être un complément utile dans un protocole complet, mais sans corriger les causes sous-jacentes. C'est comme peindre la façade d'un bâtiment qui continue de se détériorer à l'intérieur. Passons maintenant à l'acide hyaluronique topique. C'est la grande tromperie de l'industrie cosmétique moderne. Et je le dis avec précision scientifique, pas avec dramatisme. L'acide hyaluronique est une molécule réelle et fondamentale dans le derme. C'est l'un des principaux composants de la matrice extracellulaire. Il retient l'eau avec une efficacité extraordinaire. Une seule molécule peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Et lorsque les fibroblastes fonctionnent bien, ils produisent de l'acide hyaluronique en continu. Cependant, lorsqu'il s'effondre, cette production chute et la peau perd son hydratation intrinsèque, son volume et son élasticité. Et jusqu'ici, tout est correct. Le problème survient lorsque tu essaies de remplacer cet acide hyaluronique en l'appliquant sur la peau avec une crème. L'acide hyaluronique contenu dans les crèmes a un poids moléculaire qui varie entre 1000 et 1800 kDa. La barrière épidermique, qui est la couche cornée, a une limite de pénétration passive d'environ 500 Dalton. Et cela a été formalisé en l'an 2000 par les chercheurs Bosch et Mainardi dans Experimental Dermatology, dans ce qui est connu depuis lors, comme la règle des 500 Daltons, qui est devenue l'une des références les plus citées de toute la pharmacologie transdermique. Tu vois, cela signifie que l'acide hyaluronique appliqué localement est entre 2000 et 3600 fois trop gros pour traverser la barrière de ta peau, il reste à la surface, retient l'eau dans la couche la plus externe de l'épiderme et procure une sensation immédiate d'hydratation et de douceur. Et oui, cela rend la peau plus belle pendant des heures, mais il n'atteint pas le derme là où se trouve l'acide hyaluronique endogène, qui, en réalité, peu importe, il n'interagit avec aucun fibroblaste, il ne corrige aucune cause. Et bon, oui, il est vrai que certaines marques ont développé des formulations avec un acide hyaluronique de bas poids moléculaire entre 50 et 300 kDa qui peut effectivement pénétrer partiellement l'épiderme, mais les preuves concernant son efficacité réelle dans le derme restent très limitées, tout comme les études existantes. Les résultats qu'elles montrent sont franchement modestes, mais c'est une piste de recherche intéressante. Cela dit, l'acide hyaluronique standard présent dans la plupart des crèmes du marché a, en termes d'impact sur le derme, un effet principalement lié au marketing que l'on pourrait qualifier d'effet de texture. En revanche, l'acide hyaluronique injecté, c'est une toute autre histoire, complètement différente. Celui-ci atteint directement le derme et a des effets réels et mesurables, mais il a une date de péremption qui varie entre 6 et 18 mois selon la formulation et il ne corrige aucune des causes du vieillissement du derme.
C'est un produit de comblement temporaire, pas une solution structurelle. Passons maintenant à la toxine botulique, le Botox, qui est probablement le traitement esthétique le plus transparent de tous ceux que nous allons examiner. Et je le dis sérieusement, son mécanisme est parfaitement clair. Il paralyse le muscle, bloque la transmission neuromusculaire au point d'injection et, une fois appliqué, le muscle ne se contracte plus. La ride d'expression disparaît. Point final. Et il ne promet rien qu'il ne fasse pas. Il ne régénère pas le collagène, n'améliore pas le potentiel des fibroblastes, ne réduit pas la glycation, ne combat pas le stress oxydatif, il ne fait absolument rien sur aucune des véritables causes du vieillissement cutané. C'est une solution purement cosmétique qui agit exclusivement sur la mécanique musculaire. Et le problème ici n'est pas ce qu'il fait, le problème c'est ce qu'il ne fait pas et ce qu'il coûte. Une séance de Botox sur plusieurs zones peut te coûter entre 400 et 800 $. Son effet dure entre 3 et 6 mois. Et après, il faut recommencer. Et la dépense cumulée sur 5 ans de traitement peut dépasser les 5 000 $. Et pourtant, tout cela s'est produit sans que tu n'aies jamais, à aucun moment, agi concrètement sur une seule cause réelle de la situation. Mais tu vois, il a un effet secondaire que très peu de professionnels te mentionneront. Il se trouve que la paralysie musculaire répétée est prolongée. Merci. Dans une zone déterminée peut provoquer une atrophie musculaire locale. Comme tu le sais bien, les muscles qui ne sont pas utilisés s'atrophient. Et les muscles du visage contribuent au volume de la structure du visage. Et une personne qui utilise du Botox régulièrement depuis 10 ans peut commencer à remarquer une perte de volume facial dans les zones traitées, qui pourtant n'existaient pas avant le traitement. Passons maintenant à la chirurgie esthétique. C'est l'option la plus spectaculaire en termes de résultats visibles, mais aussi la plus limitée en termes de cause. Un lifting du visage tend les tissus, repositionne les structures et élimine l'excès de peau. Les résultats peuvent être spectaculaires et durables. Visuellement, mais pas, elle ne traite aucune cause. Elle ne restaure pas le voltage des fibroblastes, n'élimine pas les H, ne réduit pas le stress oxydatif, et la peau qui reste après la chirurgie est la même que celle que tu avais la veille. Avec les mêmes processus dégénératifs actifs, on s'est simplement contenté de la repositionner. Et il y a autre chose, que les chirurgiens expliquent aussi rarement lors de la consultation préopératoire. La chirurgie altère la circulation lymphatique et l'innervation locale de la peau. Le système lymphatique dermique est absolument essentiel et déterminant pour le processus d'évacuation efficace des déchets métaboliques, ainsi que pour le maintien de l'équilibre et la régulation de l'inflammation locale. Et lorsque ce système est interrompu chirurgicalement, la récupération de cette zone peut être plus lente. Et le vieillissement ultérieur peut être plus rapide que dans un tissu non opéré. Et avec cela, je ne suis pas en train de te dire que la chirurgie soit une mauvaise décision dans tous les cas, car ce n'est pas le cas. Pour certaines personnes, à certains moments, cela peut être la bonne option. Ce que je veux te dire, c'est que celui qui décide de se faire opérer sans avoir corrigé, d'abord, les causes construit sur des fondations qui continuent de se détériorer et les résultats dureront moins longtemps et la prochaine intervention arrivera plus tôt. Eh bien, avant de terminer cette partie de la vidéo, je veux être clair sur un point. Une crème au rétinol peut être un complément raisonnable dans un protocole complet. L'acide hyaluronique injecté peut donner des résultats temporaires pendant que tu travailles sur les causes. Et le Botox peut être une décision personnelle légitime, en toute connaissance de cause. Et la chirurgie peut avoir sa place dans des cas spécifiques. Mais si tu continues à consommer des huiles végétales oxydées, si ta glycémie grimpe fortement après chaque repas, si tes fibroblastes sont en mode survie à cause d'un déficit en minéraux et en bonne graisse, si tu dors mal et vis avec un cortisol chronique et élevé, aucun pot, aucune injection, aucun bistouri ne changera la situation. Ils ne feront que retoucher le cadre, et ce, temporairement. L'industrie le sait.
Et il est probable qu'elle préfère que tu ne le saches pas. Mais avant d'entrer dans l'intervention et dans le protocole que je vais te proposer, je veux faire une pause un instant. Cette chaîne existe parce que je crois que l'information que je partage ici avec toi mérite d'atteindre tout le monde, sans filtre, sans sponsor, sans engagement envers qui que ce soit. Et j'aimerais que cela reste ainsi. Mais maintenir cette indépendance a un coût réel en temps, en recherche et en heures de lecture d'articles scientifiques. Si la chaîne t'apporte quelque chose, si tu ressens que ce que tu apprends ici change la façon dont tu comprends ta santé, il y a un moyen pour que ce travail puisse continuer à se développer, en devenant membre de la chaîne et en soutenant comme mécène, avec une petite contribution si tu le peux, si c'est possible pour toi. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu feras partie d'une communauté plus proche où la conversation pourra être plus directe, plus profonde et à laquelle je pourrai consacrer plus de temps lorsque tu auras une question qui mérite une réponse attentive. Et ce n'est pas tout, cela signifie aussi quelque chose d'autre que je construis petit à petit. Une sélection de ressources vérifiées, c'est-à-dire des produits dont je parle sur la chaîne, que je connais, dont je connais la qualité et sur lesquels je peux répondre, car il y a beaucoup de bruit. Là-dehors, et l'une des choses que vous me demandez le plus, c'est où trouver ce que je recommande avec de vraies garanties. Eh bien, si tu veux franchir ce pas, le lien se trouve dans la description et sur la page d'accueil de cette chaîne. Et si tu ne peux pas, ou si ce n'est pas le moment, la chaîne reste la tienne, exactement comme avant. Rien ne va changer concernant ce que tu reçois ici et je continuerai à m'efforcer de faire de mon mieux pour t'aider. Merci beaucoup. Je continue. Et maintenant, oui, nous entrons dans le protocole. Jusqu'ici, tout a été plus ou moins du diagnostic. Maintenant, je passe à l'intervention, ce que tu peux faire dès demain, même. Je t'ai montré que le vieillissement cutané comporte 3 processus physiques avec des causes concrètes et identifiables. L'effondrement mécanique des fibroblastes, la glycation du collagène et le stress oxydatif chronique. Dans le derme, et je t'ai expliqué comment l'industrie vend depuis des décennies des solutions qui agissent sur les symptômes visibles de ces 3 processus sans toucher à aucune de leurs causes. Ce qui va suivre est différent. Ce que je vais te proposer, ce sont 5 interventions classées selon la profondeur de leur impact. De la cause la plus profonde à la plus superficielle, sans produit miracle, sans toxines et sans avoir besoin d'un bistouri. Et avec le soutien scientifique que tu sais déjà que j'apporte ou que j'essaie toujours d'apporter sur cette chaîne. Intervention 1, éliminer la glycation. C'est le régime anti-âge et c'est la cause la plus profonde du vieillissement cutané accéléré et il s'agit d'une cause métabolique. Par conséquent, l'intervention la plus profonde sera également métabolique. Ici, le premier objectif est de réduire la fréquence et l'intensité des pics de sucre dans le sang après les repas, et non pas parce que le sucre fait grossir, mais parce que chaque montée intense contribue au processus de glycation du collagène. Comme je te l'ai expliqué et que tu comprends déjà en détail, et parce que cette même montée génère directement des radicaux libres lors de sa métabolisation. Et comment fait-on cela en pratique ? Eh bien d'abord, il faut réduire drastiquement les glucides à indice glycémique élevé. Le pain blanc, les pâtes, le riz blanc, le sucre, les jus, les céréales du petit déjeuner, la pâtisserie, etc. Et non pas parce qu'ils sont le diable, mais parce qu'ils sont les principaux responsables de ces pics, qui, répétés pendant des années, forment des ponts croisés permanents dans ton collagène. Deuxièmement, privilégier une protéine de qualité à chaque repas. Et ici, il y a quelque chose de spécifique que la plupart des gens ignorent. Le collagène alimentaire que l'on trouve dans le bouillon d'os, les viandes avec la peau, les cartilages ou les pieds de porc apporte les acides aminés qui sont les blocs de construction du collagène dermique et en particulier la glycine, la proline et l'hydroxyproline. Sans ces acides aminés disponibles, les fibroblastes ne peuvent pas compléter la synthèse de nouveaux collagènes, même s'ils disposent de toute l'énergie du monde. Mais ici, un avertissement important avant de continuer. Le bouillon d'os et les viandes avec des cartilages sont des sources riches en purines. Et les purines, lorsqu'elles sont métabolisées, génèrent de l'acide urique.
Et si ton taux d'acide urique est déjà à la limite haute ou si tu as des antécédents de goutte, la consommation excessive de ces aliments peut déclencher une crise de goutte. Et si tu n'as jamais souffert d'une attaque de goutte, je vais te dire ce que me disent ceux qui en ont déjà souffert. C'est l'un des processus inflammatoires les plus douloureux qu'un être humain puisse expérimenter. Une articulation, qui est normalement le gros orteil, s'enflamme en quelques heures jusqu'à devenir insupportable au moindre contact. Et le collagène alimentaire est un outil puissant, mais comme tout outil puissant, il faut l'utiliser avec discernement, car si tu as des doutes sur ton taux d'acide urique, je te recommande de faire une analyse. Avant d'augmenter significativement la consommation de ces sources, je pense que c'est une information qui mérite d'être connue. Et une chose de plus, lorsque tu augmentes la consommation d'aliments riches en purine, l'hydratation devient cruciale. L'acide urique est éliminé principalement par voie rénale et pour le faire efficacement, les reins ont besoin de suffisamment d'eau. Sans cela, l'acide urique se concentre dans le sang et le risque de cristallisation dans les articulations augmente. Donc de l'eau en abondance et pas des jutes ou des sodas, de l'eau. C'est la mesure préventive la plus simple et la plus efficace lorsque tu introduis ces sources de collagène alimentaire dans ton protocole. Et maintenant, troisièmement, il faut incorporer des facteurs essentiels à la synthèse du collagène. Et le plus important est la vitamine C. Sans vitamine C, les fibroblastes ne peuvent pas achever le processus de maturation du collagène. L'enzyme qui convertit la proline en hydroxyproline, l'acide aminé qui confère une stabilité structurelle à la triple hélice du collagène, nécessite la vitamine C comme cofacteur obligatoire et non comme simple antioxydant complémentaire, mais comme élément indispensable du processus. Les sources les plus efficaces sont le poivron cru, le kiwi, le persil frais et les agrumes crus, car la vitamine C est détruite par la chaleur. Quatrièmement, éliminez les huiles végétales industrielles et remplacez-les par des graisses stables, du beurre de qualité, de l'huile d'olive vierge extra, de l'huile de coco, tu verras. Les graisses saturées et monoinsaturées sont chimiquement stables, elles ne s'oxydent ni à la chaleur ni dans les membranes cellulaires. Mais lorsque les fibroblastes incorporent ces graisses dans leurs membranes, au lieu des oméga-6 polyinsaturés instables, ce qui se passe, c'est que leurs membranes deviennent plus résistantes à l'oxydation, maintiennent mieux le voltage électrique et fonctionnent avec une meilleure efficacité. Hubert Warner et ses collaborateurs du National Institute on Aging ont documenté dans de nombreuses études la relation entre la composition lipidique des membranes cellulaires et leur résistance au stress oxydatif. La conclusion a été cohérente. Les membranes riches en graisses saturées et monoinsaturées sont significativement plus stables, que les membranes riches en polyinsaturés. Par conséquent, ce que je te dis n'est pas une opinion nutritionnelle. Personnelle, c'est de la pure chimie des membranes. Jusqu'ici, l'intervention 1. Passons maintenant à l'intervention 2. Restaurer le voltage des fibroblastes. Et dans ce domaine, la minéralisation est importante. Si la première intervention élimine les causes des dommages, la seconde, ce qu'elle fait, c'est restaurer la capacité productive des cellules qui doivent les réparer. Les fibroblastes, ils ont besoin d'un voltage membranaire optimal pour fonctionner. Et ce voltage dépend directement de la disponibilité de 3 minéraux qui agissent comme les électrolytes de ce système électrique. Magnésium, potassium et sodium dans des proportions correctes. Et le magnésium est le plus critique et le plus déficitaire dans la population moderne. Il participe à plus de 300 réactions enzymatiques et est un cofacteur de l'ATPase, de l'ATPase sodium-potassium, qui est la pompe maintenant activement le gradient ionique à travers la membrane cellulaire. Sans suffisamment de magnésium, cette pompe fonctionne avec moins d'efficacité et le voltage membranaire diminue. Et les fibroblastes passent en mode de faible production. Et le problème ici, c'est que le magnésium est extrêmement difficile à obtenir en quantité suffisante avec l'alimentation moderne, car les sols agricoles sont très appauvris en magnésium à cause de l'utilisation intensive d'engrais et les aliments transformés n'en contiennent pas.
Et le stress chronique le consomme à un rythme accéléré parce que le cortisol augmente l'excrétion rénale de magnésium. C'est-à-dire qu'une personne sous stress chronique peut perdre du magnésium plus rapidement qu'il n'en absorbe, même avec une alimentation raisonnablement bonne. Les formes de magnésium ayant la meilleure biodisponibilité sont le bisglycinate et le malate. L'oxyde de magnésium, qui est celui que l'on trouve dans la plupart des compléments bon marché, a une absorption inférieure à 4%. Il est pratiquement inutile. Et puis il y a le potassium et le sodium, qui complètent le gradient électrochimique. Le potassium est abondant dans les légumes à feuilles vertes, dans l'avocat et dans les fruits à coque. Et le sodium sous forme de sel marin non raffiné qui conserve les oligoéléments que le sel raffiné élimine. Et ici, il y a une intervention lipidique qui agit directement sur la membrane des fibroblastes. Les acides gras à chaîne courte et moyenne, et en particulier l'acide butyrique qui est présent dans le beurre de qualité, ainsi que l'acide laurique. Dans l'huile de coco, il s'incorpore directement aux membranes cellulaires et les stabilise. Un fibroblaste avec des membranes stables maintient mieux son voltage et un fibroblaste avec un voltage optimal produit du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique à pleine capacité. Passons à l'intervention numéro 3. Photobiomodulation, lumière rouge et infrarouge. C'est l'intervention qui surprend le plus les gens lorsqu'ils la découvrent, car la solution est dans le ciel depuis 4,6 milliards d'années et elle est totalement gratuite. Tu vois, la lumière du soleil n'est pas une seule chose, c'est un spectre de fréquences avec des effets biologiques complètement différents. Le rayonnement ultraviolet est celui qui génère la vitamine D, mais c'est aussi celui qui, en excès, endommage l'ADN cellulaire. Et au-delà de ce que l'œil humain peut voir, commence l'infrarouge et l'infrarouge proche, juste au-dessus du rouge visible, qui pénètre la peau jusqu'au derme profond et agit directement. Merci. Les mitochondries de tes fibroblastes. Et c'est cette fréquence qui nous intéresse, et c'est celle que le soleil t'offre gratuitement lors des premières et dernières heures de la journée. Si tu veux approfondir ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo précédente, intitulée « Le soleil et la longévité, une science documentée ». L'infrarouge proche pénètre l'épiderme et atteint le derme profond, et là, elle interagit directement avec un composant spécifique des mitochondries appelé la cytochrome C oxydase. Et c'est le récepteur. La cytochrome C oxydase absorbe la lumière dans la gamme du rouge et de l'infrarouge et utilise cette énergie pour accélérer la production d'ATP. Et plus d'ATP signifie plus d'énergie disponible. Pour les fibroblastes, plus d'énergie signifie une plus grande production de collagène, une meilleure capacité à réparer les dommages oxydatifs et une plus grande efficacité dans le maintien du potentiel de membrane. Et cela, ce dont je te parle, ce ne sont pas non plus des spéculations. De mon côté, c'est l'un des domaines de recherche les plus actifs de la photobiologie moderne. Michael Hamblin, chercheur au Massachusetts General Hospital, qui est un hôpital affilié à l'université de Harvard, est le scientifique de référence mondiale en photobiomodulation. Ces méta-analyses, qui ont été publiées dans des revues, merci, comme le documentent de manière cohérente les revues Photomedicine and Laser Surgery et PLOS ONE, il y a une augmentation de la production de collagène, une réduction des marqueurs inflammatoires dans le derme et une amélioration de l'élasticité cutanée avec l'exposition à la lumière rouge et infrarouge. Sa base de données d'essais cliniques en photobiomodulation dépasse les 1000 études publiées. Et la question est, comment puis-je accéder à cette lumière de manière pratique ? Eh bien, tu vois, la première façon est gratuite et la plus puissante, le soleil du tout début de la matinée et de la toute fin de l'après-midi. À ces heures-là, le soleil est bas sur l'horizon et l'atmosphère filtre une grande partie du rayonnement ultraviolet à haute énergie, mais l'infrarouge proche passe, et c'est cette lumière-là qui active tes fibroblastes, charge tes mitochondries et régénère ton derme sans que tu aies à prendre le risque des rayons ultraviolets de midi et sans avoir à utiliser une crème solaire qui bloque tout le spectre. La deuxième façon, ce sont les dispositifs de lumière rouge domestique.
Et ici, je te parle de panneaux LED qui émettent dans la plage de 630 à 850 nanomètres et reproduisent le spectre de manière contrôlée et à une intensité moindre que celle du Soleil. Et les preuves cliniques concernant leur efficacité dans la régénération cutanée sont solides. Ce sont une alternative véritablement raisonnable pour ceux qui n'ont pas un accès régulier à une exposition solaire aux bons horaires. Combien de temps, me demanderas-tu? 20 minutes de soleil au début ou à la fin de la journée. Sur la peau exposée sans qu'il y ait de vitre entre les deux, c'est-à-dire sans lunettes, ou sans fenêtre, car ce sont elles qui filtrent l'infrarouge. Et aussi sans crème solaire qui empêcherait la pénétration. Et cela, c'est la photobiomodulation naturelle, gratuite, sans effet secondaire et soutenue par plus de 1000 essais cliniques. Intervention 4. Piézoélectricité mécanique, c'est-à-dire le mouvement qui régénère. Et ici, je reviens au principe du collagène piézoélectrique que je t'ai expliqué au début. Maintenant, je vais te le présenter sous la forme d'un protocole concret. Si le collagène génère un courant électrique lorsqu'il est déformé mécaniquement et que ce courant est le signal qui active les fibroblastes pour produire du collagène, alors que faire? Le mouvement mécanique délibéré de la peau est une intervention directe sur la capacité régénérative du derme. La question est, quel type de mouvement génère le plus de piézoélectricité dans le collagène dermique? Ce n'est pas le cardio à haute intensité. Le cardio génère du cortisol et le cortisol est catabolique. Il dégrade les tissus, consomme du magnésium et provoque une inflammation systémique. À dose modérée, l'exercice cardiovasculaire présente des bénéfices systémiques qui compensent ces effets, mais ce n'est pas le stimulus mécanique. Optimal pour le derme. Le mouvement qui génère le plus de piézoélectricité dans le tissu conjonctif du derme est celui qui implique une tension et une distension rythmique et contrôlée, lente, délibérée et soutenue. Et ici, je te propose 4 pratiques concrètes qui ont une base biophysique. Le premier, ce sont les étirements profonds. Lorsque tu maintiens une posture d'étirement pendant 30 à 60 secondes, le tissu conjonctif se déforme de manière soutenue et cette déformation génère un courant piézoélectrique continu dans le collagène. Le signal atteint les fibroblastes et les fibroblastes réagissent. Le deuxième, c'est le massage facial avec pression. Ce n'est pas le massage superficiel que tu fais en appliquant une crème, le massage avec une pression réelle sur les tissus, avec les doigts ou avec des outils comme le rouleau de jade ou le waxa qui déforment mécaniquement le tissu dermique et génèrent le signal piézoélectrique. De plus, cela améliore la circulation locale, ce qui augmente l'apport de nutriments et l'élimination des déchets métaboliques que tu peux avoir dans le derme. Le troisième, c'est le waxa spécifiquement. Il génère quelque chose de concret et mesurable. Il augmente la microcirculation locale jusqu'à 400% pendant les minutes qui suivent le traitement. Plus de circulation signifie un apport accru de nutriments et une meilleure élimination des déchets métaboliques dans le derme traité. Et la pression mécanique du grattage active des mécanorécepteurs dans le tissu qui déclenche les mêmes voies de mécanotransduction. Et ce sont les mêmes voies qui, en théorie, activent les fibroblastes. Et je dis en théorie parce que la preuve directe d'une synthèse de collagène induite par Wasatch, en réalité, n'existe pas encore dans la littérature scientifique. Mais ce qui existe, c'est le mécanisme biophysique qui le justifie et les preuves concernant la microcirculation. Tu vois, sur cette chaîne, je ne te vends pas ce qui n'a pas encore été prouvé, mais je t'explique ce que la physique dit qui devrait se produire. Et pourquoi cela a-t-il du sens de l'incorporer? Et le quatrième, c'est la vibration à basse fréquence. Il existe des preuves dans le tissu osseux, là où la piézoélectricité du collagène est la plus étudiée, que la vibration mécanique dans la plage de 25 à 50 Hz stimule la production de précollagène de type 1 et améliore la densité tissulaire. Une étude publiée dans l'Iranian Journal of Basic Medical Science a démontré que, précisément, cette plage de fréquences 25 et 50 Hz produisait les niveaux les plus élevés d'expression de précollagène dans le tissu osseux traité, et une revue systématique de 30 essais cliniques a confirmé des améliorations de la densité osseuse après une vibration du corps entier, bien que l'effet soit de taille modérée.
L'extrapolation au collagène dermique. Merci. C'est biophysiquement cohérent et le mécanisme piézoélectrique est le même. Mais il faut aussi être clair sur ce point. Les preuves directes concernant la vibration et la régénération dermique sur la peau humaine restent encore limitées. Ce que l'on sait, c'est que le principe physique qui le justifie est documenté et que les plateformes vibrantes domestiques dans cette gamme de fréquences constituent un outil peu coûteux et sans effet secondaire connu, ce qui rend le rapport risque-bénéfice favorable, même si il est vrai que les preuves spécifiques concernant le derme restent encore à développer. Cinquième intervention, le grounding. C'est l'anti-inflammatoire le plus ancien du monde. La dernière intervention, qui est celle-ci, est aussi la plus simple et la plus ignorée par la médecine conventionnelle. Le contact direct de la peau avec la surface de la terre, marcher pieds nus sur l'herbe, sur la terre ou sur le sable humide, rien de plus, car la terre possède une charge électrique négative permanente. C'est une réserve pratiquement illimitée d'électrons libres à sa surface. Et lorsque ta peau entre en contact avec elle, ces électrons affluent vers ton corps. En se déplaçant tout au long du gradient électrique, ce sont précisément ces mêmes électrons qui vont venir neutraliser directement les radicaux libres inflammatoires, qui se sont accumulés progressivement au sein de tes tissus corporels. Un radical libre est une molécule à laquelle il manque un électron et qui cherche cet électron dans son environnement, et en l'arrachant à une autre molécule, elle l'endommage. C'est cela l'oxydation. Tu introduis des électrons libres depuis la Terre, ces électrons satisfont la demande des radicaux libres sans endommager aucune structure moléculaire. C'est pourquoi il s'agit de l'anti-inflammatoire le plus efficace qui existe d'un point de vue électrochimique. Gaétan Chevalier et ses collaborateurs. Ils ont publié en 2014 dans le Journal of Inflammation Research une étude où ils ont mesuré l'effet du grounding sur le flux sanguin cutané à l'aide d'images à contraste laser. Et les résultats ont montré des améliorations mesurables de la perfusion thermique et une réduction des marqueurs inflammatoires cutanés avec des séances régulières de contact avec la terre. Le mécanisme proposé est exactement celui que nous venons de décrire, neutralisation des radicaux libres par transfert d'électrons. 30 minutes par jour, pieds nus sur une surface naturelle, sans coût, sans effet secondaire, sans date de péremption et il existe un effet secondaire positif qui mérite d'être mentionné. Le grounding régule le système nerveux autonome, réduit le cortisol, améliore la qualité du sommeil et, comme nous l'avons déjà vu, un taux de cortisol élevé ainsi qu'un sommeil insuffisant sont 2 des 8 causes du déséquilibre oxydatif qui fait vieillir votre derme. Le grounding ne neutralise pas seulement les radicaux libres. Directement, il élimine aussi 2 de leurs principaux générateurs. Par conséquent, je t'ai présenté 5 interventions. Aucune ne coûte ce que te coûterait une séance de laser. Et aucune n'a les effets secondaires du Botox. Et aucune ne cesse de fonctionner au bout de 4 mois. Et cela pour une raison très simple. Elle ne masque rien. Elle corrige les causes. Le régime anti-âge corrige l'application dès le prochain repas. La minéralisation restaure le voltage des fibroblastes en quelques semaines. La photobiomodulation active les mitochondries du derme chaque fois que tu t'exposes au soleil à la bonne heure. Le mouvement piézoélectrique envoie le signal de construction au collagène. Chaque fois que tu bouges ta peau de façon délibérée, et l'ancrage à la terre neutralise l'inflammation chronique. Chaque fois que tu poses les pieds sur la terre, ce n'est donc pas un protocole de beauté que je te propose. C'est un protocole de biophysique appliqué. Et là, la différence est fondamentale. L'un s'attaque aux symptômes et l'autre s'attaque à la cause. Et maintenant, je t'invite à revenir avec moi, un instant devant le miroir du début de la vidéo. À ce matin-là, à cette lumière, à cette image qui t'a surpris quand tu t'es regardé et qui est restée avec toi plus longtemps que tu ne voudrais l'admettre. Maintenant, si tu te regardes à nouveau, il est très probable que tu ne vois plus la même chose, que tu ne vois plus une condamnation, que tu ne vois plus le passage inévitable du temps sur un tissu qui se détériore irrémédiablement parce que ce que tu peux voir, c'est un processus physique avec des causes connues. Et tu pourras voir la glycation, le sucre, collé aux fibres de collagène, dans un processus qui a commencé
il y a des années à chaque pic de glucose, mais que maintenant tu sais que tu peux arrêter dès ton prochain repas. Et tu pourras voir des fibroblastes qui ont perdu leur ancrage mécanique, qui se sont effondrés, qui ont arrêté leur production, mais maintenant tu sais qu'ils sont toujours là, qu'ils sont vivants et attendent le bon signal pour recommencer à travailler. Et tu pourras voir le stress oxydatif chronique alimenté par des huiles instables, par les écrans, par le cortisol, par des nuits mal dormies, par une inflammation silencieuse que personne n'avait reliée à ce que tu vois dans le miroir, mais maintenant tu vois autre chose. Tu vois que tout cela peut être influencé. Et maintenant, je veux conclure avec quelque chose qui va au-delà du protocole. La peau qui vieillit bien n'est pas celle qui a utilisé la meilleure crème. Ce n'est pas la peau qui a eu accès au meilleur dermatologue ou au meilleur chirurgien. C'est la peau d'une personne qui a compris comment fonctionne sa biologie et a décidé de lui donner ce dont elle a besoin. C'est cela, la souveraineté biologique, et ce n'est pas un concept abstrait, c'est concret et quotidien. C'est choisir quelles huiles tu utilises pour cuisiner en sachant ce que cela fait aux membranes de tes fibroblastes. C'est sortir 10 minutes plus tôt le matin pour recevoir la lumière du soleil dès les premières heures, en sachant que cet infrarouge que tu ne peux pas voir est en train d'activer les mitochondries de ta peau. C'est marcher pieds nus sur la Terre en sachant que ces électrons qui affluent dans ton corps neutralisent les radicaux libres qui enflamment tes tissus depuis des mois. Et c'est bouger ta peau de façon délibérée, en sachant que chaque déformation mécanique du collagène génère le courant électrique qui indique à tes fibroblastes de continuer à construire. Et rien de tout cela n'est magique, c'est de la physique. Et la physique, contrairement au bloc opératoire, n'a pas d'effet secondaire, pas de temps de récupération et pas de date de péremption. Et une chose de plus, ta peau a de la mémoire. Cela fait des décennies qu'elle reçoit des signaux, certains corrects, mais malheureusement beaucoup ne le sont pas. Et elle a répondu à toutes avec le seul outil dont elle dispose, en s'adaptant. Ce que tu vois, dans le miroir, c'est la somme de toutes ces adaptations. Mais la biologie n'est pas de l'histoire, c'est le présent. Et le présent commence à ton prochain repas, la prochaine fois que tu t'exposeras au soleil, la prochaine fois que tu marcheras pieds nus sur l'herbe et la prochaine fois que tu bougeras ta peau avec intention. Donne-lui les bons signaux, les bons, car elle sait quoi en faire et elle l'a toujours su. Elle attendait simplement que tu le lui permettes. Si cette vidéo t'a ouvert une porte dont tu ignorais l'existence, partage-la avec quelqu'un qui en a aussi besoin, car la souveraineté biologique n'est pas un privilège individuel. C'est aussi quelque chose qui se construit en communauté, et lorsque les personnes autour de toi comprennent la même chose que ce que tu viens de comprendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo où d'ailleurs je vais te parler de la piézoélectricité, du mouvement et de la façon dont l'exercice approprié, pas celui qu'on t'a vendu, mais celui que la biophysique soutient, peut faire la différence entre un derme qui se régénère et un autre qui se détériore. Comme toujours en avant, et je te lis dans les commentaires,